Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, nous prenons le temps de regarder ce qui se passe dans l'industrie ETF au sens large, en termes de dynamique de marché, de flux, de lancement de nouveaux produits. Et nous en parlons avec les équipes d'Altéis. Le chef économiste, directeur des investissements d'Altéis, est à mes côtés. Comme chaque mois, Olivier Malteste. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Un mot d'Altéis qui a connu quand même une année 2025 marquante à plein d'égards. Vous avez franchi pas mal de paliers. Vous avez lancé cette nouvelle franchise Altéis. Je rappelle que c'est Altéis by Yomoni. Tout à fait. Toujours. Et donc, 2025, j'imagine, pour la boîte, a été une année marquante. Oui, alors c'est d'abord été l'année de la création vraiment de la marque Altéis côté société de gestion et donc l'offre qu'on offre du coup au B2B2C globalement avec pour les conseillers, les CGP, les family office, les multifamily office. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe bien. On signe beaucoup et même plus que ce qu'on attendait. Ça va très très vite. On voit l'intérêt des ETF globalement. Et puis évidemment, notre premier client... les intermédiaires financiers embrasse finalement quand même avec un certain intérêt la gestion par ETF. Oui, et puis là, il y a une vraie problématique aussi pour eux de rémunération, d'organisation, de comment adresser ça au mieux vis-à-vis de leurs clients. Et donc, se tourner vers quelqu'un qui fait ça depuis 10 ans, globalement, ils y trouvent un intérêt et donc ça marche très très fort. Et puis, évidemment, notre premier client, c'est notre distributeur B2C, c'est Yomoni, du coup, la plateforme digitale qui est bien connue et qui, effectivement, a franchi un certain nombre d'étapes. Donc, on a franchi les 2 milliards. On a un peu plus de 650 millions de collectes globalement sur l'année, donc ça devient quand même assez important. On sert 80 000 foyers globalement qui nous font confiance en France. Nous, on parle en foyer plutôt qu'en client. Donc 80 000, ça commence aussi à faire. Et surtout, ce qui nous importe beaucoup, c'est de faire une croissance saine. Et donc, évidemment, comme toute plateforme digitale, on regarde beaucoup Trustpilot. Oui. Et on a une note de 4,8 sur 5 avec plus de 4 000 avis. Combien? 4,8 4,8, plus de 4 000 avis. Donc ça commence aussi à montrer que c'est quelque chose quand même de assez périn. Et du coup, en termes de parrainage aussi, parce que c'est aussi ça une source d'acquisition importante, c'est qu'on a plus de 4000 clients qui nous ont parrainés globalement sur 2025 et donc ont conseillé de venir nous rejoindre. Et donc, c'est aussi une marque, à côté des avis, c'est aussi une marque de confiance et de satisfaction. On essaie vraiment de faire ça de manière avec la confiance et de manière progressive globalement sur le... Bon. Et tout ça paye, effectivement, on le voit à travers ce bilan 2025. Si on en vient à l'immédiateté du marché, on fait le bilan du mois de janvier avec vous. Je regardais là, le graphique que vous nous apportez à chaque fois. Non mais le mois de janvier 2026 a été un mois énorme en termes de collecte. Oui, record, on a l'impression qu'on là, la série remonte jusqu'à, c'est ça, début 23, fin 22. Il n'y a pas un mois supérieur à celui du mois de janvier 2026. C'est un mois de collecte record. C'est ce qui explique aussi l'engouement pour les ETF. On le voit aussi dans les chiffres et dans les flux. Donc, c'est un mois record avec 48 milliards globalement de souscriptions sur les ETF sur le mois de janvier. On n'a jamais vu ça. Et si on ramène à janvier 2025, sachant que 2025 était l'année record, on va dire beaucoup record aujourd'hui, c'est plus de 50%. Plus 50% par rapport au mois de janvier. Donc, on voit quand même l'impact de ce mois de janvier qui est vraiment très, très fort globalement sur les ETF. En actions, 37. Là aussi, 37 milliards, c'est un record sur les ETF actions. Le précédent record, il n'est pas très loin. C'était 31 milliards en septembre 25. Les 37, c'est aussi un nouveau record globalement. On est en moyenne sur 2025 à 21 milliards de souscriptions. Donc, c'est juste pour remettre les chiffres en perspective parce qu'on a du mal à s'en rendre compte. Côté obligataire, 11 milliards de souscriptions sur le mois de janvier. Là, on est plus par rapport à 6,6 milliards en moyenne sur 2025. Donc, c'est pas un mois record, mais c'est un mois qui est important. Et un autre record, moins glorieux peut-être celui-là, c'est la décollecte sur les matières premières. 650 millions de décollecte. Alors, évidemment, on a tous en tête le dernier jour du mois de janvier sur la nomination du prochain président de la Fed qui avait fait bouger. Et le petit crash des précieux. Exactement. Et donc, en gros, c'est essentiellement l'argent qui, sur le mois, a décollecté 2 milliards. Si on regarde l'or, il a une collecte d'1 milliard quand même sur le mois. Incroyable. Sachant qu'il a perdu 1 milliard juste sur le jour du 31, donc le 30, le vendredi 30. Mais il arrivait quand même donc avant 2 milliards. Et donc, il finit à 1 milliard de souscriptions. Continue de collecter sur l'or, mais ça décollecte sur l'argent. Exactement. C'est surtout sur l'argent que ça a décollecté fortement. Et il y a eu quand même un gros choc. 1 milliard, c'est quand même important sur une seule journée de décollecte. Mais voilà. Et donc, ça, c'est un mois de décollecte, par contre, record, du coup, sur les matières premières. Bon, comment se décompose, alors, par classe d'actifs, cette collecte sur les actions, notamment, encore une fois, largement devant, avec plus de 37 milliards de collectes sur le mois de janvier. Où sont allés les intérêts principaux des investisseurs?
Alors, ce qu'on va garder, on a changé de provider, donc du coup, on regarde un peu plus géographiquement et sectoriellement. On est passé avec ETF Book, mais l'idée, c'est que globalement, c'est l'Europe. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est vraiment l'Europe qui a le plus collecté, avec 8,4 milliards globalement, donc spécifiquement Europe. Toujours envie d'acheter l'Europe en début d'année. Oui, et d'habitude, on a quand même toujours plus de flux sur les indices mondiaux. Et donc là, quand on regarde, ensuite, c'est l'ACWI qui vient, donc c'est World plus émergent. Ensuite, c'est le World sans émergent, donc vraiment les pays développés. Ensuite, c'est l'émergent, 5,5 milliards, donc c'est des flux importants sur l'émergent. Et surtout aussi, ce qu'il faut noter, c'est que le dollar, enfin les actions américaines, je vais y arriver, c'est 4,7 milliards uniquement. Donc c'est important au global, mais en relatif, c'est relativement faible sur ce mois de janvier. On a vraiment un intérêt pour l'Europe et puis un peu plus de doute globalement en termes de flux sur les actions américaines sur ce mois. Bon, est-ce qu'on retrouve l'intérêt pour l'Europe aussi dans la collecte de l'obligataire, oui, Olivier? sur l'obligataire, on le retrouve sur l'Europe, 3,7 milliards. Sur le monde aussi, 3,5 milliards. 2,2 milliards spécifiquement sur les obligations américaines, je vais y arriver, et sur les obligations émergentes aussi, des flux importants, 1,4 globalement. Et quand on regarde sur tous les secteurs collecte au niveau obligataire, il y a juste le Middle East qui est légèrement en décollecte. Alors c'est vraiment un marché qui est tout petit, qui est spécifique, mais il faut vraiment aller chercher pour arriver à trouver de la décollecte globalement sur les ETF. Je vous ai coupé sur les actions, mais on parlait de la collecte, mais la décollecte des actions, c'est concentré sur des thèmes autour de l'équipement. Si on regarde un peu sectoriellement ou thématique, la défense a continué à bien collecter. Défense, et puis les banques, surtout en Europe, ont bien collecté, l'industrie aussi. Et dans la décollecte sur les actions, c'est vraiment équipement hardware tech. Quand on regarde vraiment spécifiquement, on voit que là, il y a eu de la décollecte. Et puis la consommation au sens large qui a décollecté, et surtout la consommation discrétionnaire, avec certainement des doutes un peu sur la croissance, et puis la consommation aussi aux US, avec les indicateurs de confiance qui peuvent être un peu bas. Bon, est-ce que 2026 peut être l'année de l'ESG, au moins du point de vue de la collecte via les ETF, ça part pas trop mal, parce que ça part avec 20%, donc on est un petit peu en dessous des parts de marché globalement, mais on n'est pas si en dessous que ça, donc on va être positif, on va avoir de l'espoir, et on se dit que ça part plutôt pas mal. 17% plutôt sur les actions et 30% sur les obligations, c'est toujours beaucoup plus sur les obligations, mais globalement, c'est pas une catastrophe en ce début d'année, c'est toujours assez poussif, mais on revoit un petit intérêt. Et lorsqu'on regarde sur les émetteurs aussi, nous, on suit 19 émetteurs qui ont une gamme ESG. Sur ces 19, il n'y en a que 3 qui ont un petit peu de décollecte, et c'est vraiment très très faible, ça va jusqu'à 52 millions. Donc on voit globalement que les flux sont positifs sur l'ESG. Quand on regarde l'ESG en se disant article 8, article 9, c'est de l'ESG. Si on va sur des choses vraiment plus pur, je vais dire, article 9 ou vraiment SRI, PIAB, ce genre de choses, c'est plus compliqué. Mais globalement, des fonds, des ETF qui mettent en avant des critères extra-financiers, globalement, la collecte n'est pas si mauvaise que ça en ce début d'année. Bon, du côté des émetteurs, qu'est-ce qu'on peut dire? Quel est le podium derrière BlackRock numéro 1 et Amundi numéro 2, c'est ça? Et Vanguard numéro 3. Et Vanguard numéro 3. DWS, qui est le troisième en termes d'encours, globalement, se retrouve à la 5e. C'est juste sur le mois, c'est juste les flux sur le mois. Et donc, voilà, mais rien de très inquiétant, globalement. Et les 19 plus gros émetteurs, globalement, les 19 premiers ont une collecte positive. Ça marque encore aussi l'extrêmement bon mois, globalement, du mois de janvier. Diffusé. Bon, j'imagine que BlackRock absorbe toujours beaucoup de collectes sur le mois de janvier, peut-être un peu en dessous de sa part de marché. Un tout petit peu, mais ils font quand même un bon mois. Mais tout le monde profite de la collecte, finalement. Tout le monde profite de la collecte, oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire, justement? Des nouveaux produits qui ont été lancés. À l'image des flux de collecte qu'on a observés sur le mois de janvier, il y a un flux d'offres nouvelles qui a été là aussi très important. Oui, 41 produits lancés globalement, donc 24 actions, 14 obligataires et 3 multi-assets. Donc vous savez, c'est ceux qui sont prudents, équilibrés ou dynamiques, qui essayent de refaire... c'est mes concurrents directs, mais de manière statique, des profils actions-obligations avec des positionnements plus ou moins agressifs en termes d'actions. Et donc, surtout actions, on a... 11 lancements actifs, donc 6 actions, 5 obligataires. On ne l'a pas dit, mais les ETF actifs captent un peu moins de 10% de la... On reste à environ 7% de flux. 7% de flux. Voilà, et donc ça fait toujours 3,5 en termes d'encours global. Donc, plus d'une dizaine de lancements d'ETF actifs. Oui, on voit, ça s'organise, l'industrie s'organise, les flux n'arrivent pas encore globalement. Alors,
c'est encore de la collecte record, puisque tout est record. Mais en termes de proportion, c'est pas un engouement encore. On construit l'offre pour l'instant. C'est un peu ce dont j'ai l'impression. On construit l'offre, et puis aussi des gérants traditionnels s'organisent, et donc les émetteurs s'organisent pour pouvoir accueillir les gérants traditionnels. On aura un exemple dans les lancements, d'actions sur le mois, par exemple. Mais on sent vraiment cet engouement-là, globalement, pour ce vecteur. Il n'y a plus vraiment de lutte entre actifs passifs. On voit en tout cas que les gérants traditionnels veulent vraiment aussi rentrer sur ce marché ETF. Et donc l'offre continue de se construire globalement. Un exemple peut-être marquant sur un lancement au niveau action, on a Tobam qui a lancé son fonds, son fonds blockchain, qui a la spécificité d'être blockchain, mais plutôt vraiment crypto-actif que vraiment la technologie blockchain en tant que telle. C'est vraiment ce qu'ils veulent faire. Et donc là, ils ont lancé la version ETF. Le fonds existait déjà. Maintenant, il est disponible aussi en version ETF. Donc ça, c'est un exemple. Et puis, on a des actions US, globalement aussi, des actions HSBC en a sorti 2 avec une stratégie income, à la fois sur mondial ou émergent. Templeton et Fidelity ont sorti tous les 2 un ETF actif sur les actions américaines. Schroeder aussi. Donc, on voit des lancements. State Street aussi. Alors, State Street, c'est étonnant parce que c'est quand même une maison plutôt vraiment passive. Qu'on a notamment sorti un sur les small cap mondiales, globalement, en gestion active. Donc, on voit que même les émetteurs vraiment passifs s'y mettent aussi globalement avec des stratégies maison. Bon, sur la gestion des actifs pour le compte des clients d'Altéis ou d'Iomoni ou des deux, Olivier, c'est quoi le cap stratégique qu'on garde en tête et tactiquement, dans une période un peu mouvementée, chahutée, comment on se positionne? Alors nous, on est sur l'année 2026, en tout cas sur la première partie de l'année, on est extrêmement positif. Néanmoins, on est revenu sur les profils diversifiés à la neutralité. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 choses qui nous ont un petit peu gênés en ce début d'année. La première, c'est que l'épisode Groenland, on a trouvé que le marché était quand même très très conciliant globalement. On est passé un peu vite dessus. On est passé très vite dessus. Et donc on se dit que le marché est quand même très très positif, et on sait aussi que tous nos amis sont plutôt j'allais dire concurrents, mais non, tous nos confrères sont plutôt très agressifs aussi et très exposés, et donc on se dit que tout le marché est quand même très très exposé. Donc nous aussi on est globalement plutôt confortable, donc c'est pour ça qu'on se met neutre et qu'on se met pas complètement défensif, mais on a préféré être un petit peu prudent. On est aussi plutôt sous-pondéré toujours Europe, qui marche très très bien, donc en termes de performance ça nous pénalise légèrement, mais on se reprend avec un petit biais sectoriel sur la santé qui marche plutôt bien. Mais là aussi on a l'impression que tout est plutôt bien estimé comme allant bien tourner, alors que sur les US, on sent tous les risques et ainsi de suite qui sont bien pris par le marché. Donc on est plutôt confortable, plus confortable du coup en relatif sur les actions américaines, où là on pense que le risque est quand même bien estimé. Et sur le côté obligataire, on change pas trop, c'est-à-dire qu'on reste plutôt sur de la duration courte, on joue plutôt la baisse des taux au niveau de la Fed, et d'une manière générale, on est plutôt surcouvert en dollars, on continue de se méfier. Et ça aussi, c'est plutôt porteur depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, le dollar, effectivement, a connu une nouvelle vague de dépréciation à l'occasion notamment de l'affaire groenlandaise. Merci beaucoup Olivier. Olivier Maltese, directeur des investissements d'Altéis, avec nous dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.